éphémère organisée par la ville de Montpellier. On est très heureux ce soir d'accueillir Francis Allais, qui va nous parler du projet Francis Allais de renaissance d'une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Je rappelle que Francis Allais est un ancien prof de botanique à l'université de Montpellier, spécialiste des forêts tropicales et explorateur notamment des forêts tropicales, avec quelque chose dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, qui s'appelle le radeau des cygnes, notamment. Cette espèce d'appareil qui se pose sur le toit des forêts, sur la canopée. Mais je ne vais pas en dire davantage. Francis va vous raconter tout ça sans doute dans quelques minutes. Avant de lui donner la parole, je dois prendre quelques minutes pour faire les petites annonces de rigueur. D'abord, saluer la présence de Stéphane Jouot, devant moi ici, élu Nature en Ville et Biodiversité à la ville de Montpellier, et cheville ouvrière avec la DPB, la division Paysage et Biodiversité de la ville de Montpellier, de l'organisation du festival Sève. Il y a beaucoup de représentants du comité d'organisation de ce festival dans la salle et je ne vais pas les citer tous un par un. Une autre petite annonce que je dois faire rapidement concerne la demande qui a été faite par certains d'entre vous de la possibilité que cette soirée soit filmée pour pouvoir réécouter ce que va dire Francis Allais. Malheureusement, ça n'a pas été possible pour ce soir. Mais je voudrais rassurer tous ceux qui veulent écouter Francis Allais filmé de rechercher ça sur Internet. C'est assez facile puisque Francis Allais fait régulièrement des conférences sur ce thème de la forêt primaire en différents endroits et un certain nombre de ces conférences ont été filmées. Donc en allant sur Internet, vous trouverez ça facilement. Par contre, ce ne sera pas filmé ce soir. Enfin, pour terminer, je m'excuse, je dois manipuler mon téléphone pour ne rien oublier. Je suis chargé de faire une petite annonce qui concerne un autre événement qui est similaire à celui que nous avons ici autour du Festival Sève et qui se tient pas loin de Montpellier. Les coïncidences de date ont fait que le département de l'Hérault organise pendant ce week-end, au domaine de Restinclières, qui est le domaine départemental de l'environnement, que vous connaissez sans doute, qui est à Prades-le-Lez, juste au nord de Montpellier, la célébration des 30 ans d'éducation à l'environnement et au développement durable par le département de l'Hérault, par une édition festive de Nature en Fête spéciale 30 ans, avec des ateliers, des spectacles, de la musique et 2 expositions pour les petits et les grands. Les As de la jungle. Francis ne va pas aimer ça. Il va vous expliquer dans quelques minutes pourquoi quand on parle de forêt primaire, il ne faut pas dire jungle. Mais bon, je lui laisse faire ça. Bref, une de ces 2 expos s'appelle Les As de la jungle et l'autre, il n'y a pas confusion possible, La Panthère des neiges. Donc voilà un dimanche qui s'annonce bien au domaine des Restinclières avec également des jeux autour de l'exposition As de la jungle pour les petits, pour découvrir l'importance de la préservation des forêts tropicales par l'intermédiaire de ce petit jeu qui s'appelle les As de la jungle. Voilà. Donc, au nom du département de l'Hérault et du domaine de Restinclières, je tenais à vous signaler ceci pour que tous les amoureux de la forêt aillent également faire honneur à tout ce qui se passe au domaine de Restinclières au nord du département. Au nord de l'Hérault, décidément, au nord de Montpellier, à Prades-le-Lez. Ceci dit, je laisse Francis Allais se présenter et nous parler donc du projet de forêt primaire. Et il y aura un échange avec la salle à l'issue de la présentation. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci Manu, tu me modères, n'est-ce pas? Tu es le modérateur. Il paraît que c'est la fonction officielle. Mais tu vas avoir du boulot. Hein. Oui, je suis venu vous parler d'un projet qui est certainement original, qui peut être considéré comme utopique, et il y en a certains même qui le considèrent comme un peu fou. Je vous laisse juger. Je voudrais d'abord dire que j'ai une définition assez ambitieuse de la forêt. Pour moi, une forêt, d'abord, c'est quelque chose de naturel. Une plante
plantation, ça peut être très utile, mais ça n'est pas une forêt. Une forêt, c'est aussi équitablement la faune et la flore. Une forêt qui n'a pas de faune, c'est pas une forêt, c'est une forêt dont la faune a été tuée, pour une raison quelconque. Bon, donc une définition assez ambitieuse. Il faut définir aussi la forêt primaire, une forêt qui n'a jamais été exploitée, jamais été défrichée. Bon, il ne faut pas rêver, il n'y a pratiquement plus de forêt qui n'ait jamais été exploitée sur la planète Terre actuellement. Alors, il y a un point important, c'est que si elle a été exploitée, ça s'est passé à une époque suffisamment reculée pour que le caractère primaire ait eu le temps de revenir. C'est ça qui est long. Mais ça revient. Ça revient. On a abandonné le terme de forêt vierge. Quand j'étais étudiant, on utilisait ça encore, mais cette virginité récurrente, ça nous fait un peu rigoler. Donc maintenant, dans le monde entier, on dit forêt primaire. Comment la définir? C'est le sommet, je pèse mes mots, c'est le sommet de l'écologie en milieu terrestre. Je ne parle pas du milieu marin. Vous ne pouvez pas imaginer mieux. Des arbres énormes, très gros diamètre, très grande hauteur, donc c'est le maximum de captation du CO2 atmosphérique et le maximum de stockage du carbone. On ne peut pas imaginer mieux. Ne croyez pas que ce soit les jeunes arbres qui captent plus le carbone que les vieux. La filière bois a essayé de faire courir ce bruit, mais c'est faux, tout simplement faux. Plus un arbre est vieux, et je ne dis pas ça parce que je suis vieux, hein, mais plus un arbre est vieux, plus il a de surface foliaire, des feuilles côte à côte, ça fait une surface de plusieurs hectares, et c'est là que la captation de gaz carbonique est la plus forte. Tu as raison Manu, j'aime pas qu'on appelle ça la jungle. Je le vois très souvent dans les journaux. Jungle, c'est un mot indien qui veut dire mauvaise forêt, dangereuse et dégradée. Donc ça ne s'applique pas à ce que nous avons en tête. C'est aussi le maximum de fertilité des sols, la forêt primaire, et c'est aussi le maximum de diversité biologique, de très très loin. J'insiste sur un point qui m'est très cher mais qui n'est pas passé dans les mœurs, c'est aussi la plus belle forêt. La beauté, j'y tiens beaucoup. Parce que si, attendez, si je vous dis que c'est une forêt très riche en biodiversité, ok, vous pouvez me croire cette parole, mais en rentrant dans cette forêt, c'est pas évident que la biodiversité est plus forte. Il va falloir faire des inventaires qui vont prendre des années. Si je vous dis que le sol est particulièrement riche en ions minéraux qui lui donnent sa fertilité, là aussi, ça n'apparaît pas. Tandis que si je vous dis que cette forêt est belle, eh bien, il n'y a qu'à rentrer dedans et vous voyez qu'elle est belle. C'est immédiat. Il suffit d'avoir un minimum de sensibilité et ne pas craindre d'affronter la beauté. J'ai un collègue américain, James Balog, qui a dit cette phrase incroyable, mais très forte et très vraie. La forêt primaire est à la forêt secondaire ce que le Grand Canyon du Colorado est à un égout. C'est clair. Bon alors ici en Europe, malheureusement, nous n'avons plus que des forêts secondaires. Je ne veux pas être discourtois. Il y a ces forêts que j'aime bien, bon, on y arrive à s'y attacher. Mais c'est tout simplement parce qu'on n'a pas dans la tête la référence absolue qui est la forêt primaire. Elles ont toutes disparu d'Europe, à l'exception d'une seule qui est en Pologne, dans l'est de la Pologne, à la frontière de la Biélorussie. Ça s'appelle Bielowiecza, c'est pour moi un souvenir inoubliable. Malheureusement, le gouvernement polonais actuel n'est absolument pas sensible à l'écologie. Je crois que tous les Polonais seront d'accord avec moi. Et donc ils voient Bielowiecza simplement comme une source de profit, parce qu'il y a des chênes tellement énormes, quand on sait le prix du bois de chêne, voilà, ils se sont dit qu'ils allaient pouvoir faire fortune avec ça. Et l'exploitation de Bielowiecza, c'est commencé, en tout cas c'est planifié.
La beauté, j'y reviendrai, ça me tient bien à cœur. Donc en Europe, seulement des forêts secondaires. Désolé, c'est comme ça. Alors c'est d'autant plus injuste qu'il y a beaucoup de pays qui sont à la même latitude que nous ici et qui ont un niveau de vie qui n'est pas très différent du nôtre, des pays développés, enfin, qui ont gardé des surfaces de forêt primaire et qui en sont extrêmement contents parce que ça attire beaucoup de monde et c'est un véritable objet de fierté pour ces pays-là. Les États-Unis, le Canada, la Russie, le Japon, le Chili, un petit peu l'Argentine, l'Australie, avec l'île de Tasmanie principalement, et la Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est des pays qui sont pas très différents du nôtre, hein. Et eux, ils ont gardé des forêts primaires, et ils en sont très contents. Alors, le projet en question, ça doit être transfrontalier, entre la France et l'un des pays voisins. Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie et Espagne. Il faut une surface de 70 000 hectares. Alors les gens me disent c'est gigantesque. Mais non, pas du tout gigantesque. C'est beaucoup plus grand que les projets écologiques qu'on voit passer d'habitude. Mais il ne faut pas dire que ce soit gigantesque, 70 000 hectares. C'est un carré de 26 km de côté. Moi, je ne trouve pas que ce soit gigantesque. Puisqu'on a la chance d'être près de la Méditerranée ici, j'ai une autre référence, c'est l'île de Minorque, dans l'archipel des Baléares. Pas Majorque, hein, Minorque. C'est un tout petit point sur la carte de Méditerranée. Voilà. Alors, 70 000 hectares, ça nous est imposé par la faune. Si on veut que la faune soit en équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de pullulement de cervidés qui mangent les jeunes arbres, tout simplement parce qu'il y a des loups qui contrôlent la population de cervidés, eh bien il faut 70 000 hectares. C'est imité d'abord de Białowieża, en Pologne, et aussi des conseils de mes collègues Cochet, qui dirigent l'ASPAS, l'association qui se bat pour la faune sauvage. On est tous d'accord là-dessus, 70 000 hectares, c'est bien. Si c'était plus grand, ça serait encore mieux. La durée, ça aussi, ça peut choquer. C'est très long. Cette durée, elle nous est imposée par la flore, cette fois-ci. Parce que partant d'une forêt secondaire comme nous avons, il va y avoir 3 vagues forestières successives. D'abord, il y a la forêt pionnière, ce qui est celle qu'on a sous les yeux en ce moment. Il va falloir attendre que ces pionniers, qu'est-ce que c'est, des panalèpes ou des bouleaux, voilà, des arbres qui vivent pas longtemps, il va falloir attendre qu'ils grandissent, qu'ils meurent et qu'ils disparaissent. Avant qu'ils disparaissent, apparaît à leur ombre une forêt de post-pionniers, qui sont des arbres beaucoup plus grands et qui vivent beaucoup plus longtemps. Ça serait par exemple des tilleuls, des érables, etc. Ça dépend à quelle latitude on se trouve. Cette forêt-là de post-pionniers, il va falloir aussi attendre qu'elle grandisse, qu'elle vieillisse et qu'elle meure. Bon, et à l'ombre de cette deuxième forêt apparaît la forêt primaire, mais alors là c'est des fagacées essentiellement, hêtres ou chênes, ou les deux. Et il va falloir attendre que ça pousse et que ça atteigne la dimension d'une forêt. À ce moment-là, c'est gagné. C'est la forêt primaire. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On ne retire rien et on n'ajoute rien. C'est peut-être l'aspect le plus difficile de ce projet, c'est que l'être humain est prié de s'en désintéresser. C'est la forêt qui travaille. Et les siècles, les 6 ou 7 siècles qui sont nécessaires, c'est lié au temps que met la forêt à pousser. Quand j'étais dans les tropiques, c'était beaucoup plus rapide, parce que dans les tropiques, notamment les tropiques humides, de part et d'autre de l'équateur, les arbres, je ne dis pas qu'ils poussent toute l'année, mais ils peuvent pousser à n'importe quel moment de l'année. Tandis qu'ici, nos arbres européens, compte tenu de la dureté de l'hiver,
il pousse en mars, avril, mai, juin. Voilà. Le reste du temps, ils fonctionnent, ils ne sont pas morts. Ils ont leurs feuilles, ils pratiquent la photosynthèse. Mais ils ne poussent plus. Ils ne poussent que 4 mois par an. Vous comprenez que ça va ralentir le processus, mais ça, c'est la forêt qui nous l'impose. Un point très important, c'est qu'il n'y aura pas de barrière. Il n'y aura pas de barrière parce qu'au début, il faut laisser les animaux rentrer. Ils ne sont pas idiots, ils savent que ça, c'est un endroit protégé, et donc ils vont rentrer. Je ne sais pas encore où on va s'installer, mais je pense que les loups y sont déjà, puisqu'ils sont partout. Mais avec le temps, il va pouvoir arriver des animaux plus rares, comme des ours, des lynx, des chats sauvages, etc. Donc il faut les laisser pénétrer. Et quand on s'approchera du stade terminal de la forêt primaire, ça va être une source d'animaux et il faudra les laisser sortir. Voilà, ça devient une espèce de machine à produire des espèces animales. Pas de barrière donc. Par contre, un pare-feu, ça va être la seule chose qu'il va falloir qu'on fasse, mais évidemment c'est la périphérie de la parcelle qui aura été choisie. C'est très inquiétant les feux, parce que moi j'aurais bien aimé que ça soit dans le Midi, cette expérience, mais c'est trop dangereux. Voilà, il y a trop de feux ici, beaucoup trop de feux ici. L'ennui, c'est que même dans le nord de la France maintenant, que ce soit les Vosges ou les Ardennes, les feux commencent à s'installer. Donc on est très inquiet, quelle que soit la latitude, et il va falloir prévoir un pare-feu. C'est pas très compliqué, 100 mètres de terrain bien nu et bien nettoyé, en espérant que ça suffise. Un mot sur les visites. Il y a des journaux mal informés qui ont dit que ça serait fermé à l'être humain. Non. Les visites sont tolérées et même encouragées. On fait ça pour le public. Vous remarquez que ce n'est pas une expérience qui vient d'un ministère à Paris. C'est un projet citoyen. Et c'est pour les citoyens. Donc les visites seront les bienvenues. Simplement, il ne faudra pas abîmer. Donc on sera prié de marcher sur des petits cabotis en bois, comme dans beaucoup de parcs nationaux dans le monde entier. C'est pas compliqué du tout. Ça ne sera pas non plus, enfin, tel qu'on le voit actuellement, ça ne sera pas non plus un projet parachuté comme ça. Ça sera une partie du développement d'un territoire. Et là, le nord-est, les Vosges, ils sont très très intéressés parce que c'est une région qui a une tradition forestière très forte. Et l'idée qu'on puisse créer une université européenne de la forêt, ça les intéresse énormément. Vous savez que la forêt, on la connaît très mal. Finalement, on la connaît très mal. Même les excellents forestiers, ils sont obligés de reconnaître qu'il y a des quantités de choses là-dedans qu'ils ne savent pas. C'est beaucoup trop compliqué pour un cerveau humain. Ça ne peut être qu'une connaissance collective. Et donc, ça justifierait une université européenne de la forêt. En tout cas, c'est un objet de développement du territoire. Je voudrais terminer avec quelques aspects philosophiques. Et oui, ça touche à la philosophie. D'abord, ça ne vous aura pas échappé, nous vivons dans la tyrannie de la vitesse. On est prié d'aller de plus en plus vite. Les télécommunications, les TGV, les avions, les voyages internationaux, l'informatique, les fast-foods, etc. Tout est fait pour qu'on accélère en permanence. Moi, ça m'emmerde. Je fais partie de ceux qui pensent que les choses vraiment importantes, ça se fait avec du temps, beaucoup de temps. Une forêt, c'est typique. Si on essaye de planter, d'introduire des vieux arbres, etc., c'est l'échec. Il faut laisser la nature travailler. Or, elle travaille, à nos latitudes, encore une fois, elle travaille assez lentement. Il y a un aspect philosophique, j'en ai déjà dit un mot, c'est l'abandon de la beauté. Je ne sais pas si ça vous frappe comme moi, mais je constate que dans les textes scientifiques
qu'il s'agisse de biologie, c'est-à-dire de zoologie, ou de botanique, ou de mycologie, que ça soit dans les textes d'écologie, pas un mot sur la beauté, comme si ça n'existait pas. Je rouspète contre ça. Et moi-même, quand j'étais étudiant, c'est pas récent, hein, mais je m'en souviens bien, il y avait des professeurs à la Sorbonne qui nous disaient « N'admirez pas, n'admirez pas ». Parce que si vous admirez, c'est quelque chose de subjectif, donc ça risque de fausser vos jugements. Bon, ben donc, nous, on était étudiants, donc on n'admirait pas. En tout cas, on n'admirait pas ces professeurs-là, parce qu'ils nous ont jamais dit des bêtises aussi énormes. Ça nous privait de joie gigantesque, et ça nous privait surtout d'un instrument de compréhension de l'écosystème. C'est très important, la beauté, maintenant, il faut la regarder avec un autre œil. Donc, il y a ce retour vers l'idée de beauté. C'est subjectif, ok, mais on est tous subjectifs. D'ailleurs, les gens qui choisissent un métier dans les sciences naturelles, c'est un choix subjectif. Qu'est-ce qui les fait choisir? C'est parce qu'ils trouvent ça beau. Ils se disent, tiens, mais ça c'est intéressant, je vais me mettre là-dedans. Et une fois qu'ils sont dedans, plus un mot sur la beauté. Ça me choque. Mais alors, l'aspect philosophique le plus important, c'est de lutter contre l'anthropocentrisme. Je ne veux pas dire du mal de l'être humain, j'en suis un, mais je constate qu'il est bouffé par l'anthropocentrisme. Collectivement, et ce n'est pas seulement la France, ce n'est pas seulement l'Occident, c'est le monde entier. Collectivement, l'être humain, il pense qu'il est là pour surveiller la nature, corriger ses erreurs et augmenter ses performances. Nous sommes tous persuadés que nous connaissons mieux la nature qu'elle-même et que c'est notre rôle de la diriger. Moi, ça me fait marrer parce que, bon, il y a tant de raisons de rire de ça, mais il y en a une principale, c'est qu'il y a des forêts sur cette planète depuis le Dévonien, c'est-à-dire 380 millions d'années. Les premières grandes forêts, ça date de là. On se demande comment ces pauvres forêts ont fait pour vivre sans nous. Dans une école forestière comme celle de Nancy, mais pareil en Allemagne, une forêt que l'on n'exploite pas, elle va s'étouffer et mourir. Vous vous rendez compte d'une arrogance? C'est-à-dire que c'est nous autres, des primates qui sommes tout récents, qui venons juste d'arriver, c'est nous qui soutenons, qui maintenons en vie l'écosystème forestier. Je trouve ça d'une arrogance folle. En plus, c'est totalement absurde. Voilà, la plus grande difficulté, ça va être d'obtenir que l'être humain se fasse petit, qu'il sache ne pas intervenir. Il y avait un écologiste que j'adorais, malheureusement il est mort beaucoup trop tôt, il s'appelait François Terrasson, et il nous disait « Tu aimes la nature, eh bien fous-lui la paix ». Mais oui, mais c'est très dur, hein, parce que quand je dis ça à mes collègues forestiers, ils me disent « Mais c'est pas possible de laisser une forêt comme ça, en libre évolution, sans qu'on s'occupe d'elle. » Ben, je lui dis « C'est ça qu'il va falloir faire. » Et ça veut dire que si un arbre tombe, eh ben on le laisse au sol, jusqu'à ce que la matière de cet arbre soit retournée au sol. Mes collègues forestiers me disent, passez-moi l'expression, c'est un bordel infâme. C'est comme ça qu'ils le voient. Bon, c'est qu'ils n'ont pas vu de forêt primaire, parce que dans une forêt primaire, personne ne récolte le bois. Et si vous tirez le bois, comme ils ont l'habitude de le faire, eh bien tous les ions minéraux que l'arbre a captés pendant toute sa vie, et qu'il a sortis du sol, vous les exportez. Et si vous faites des rotations, comme on fait maintenant, des rotations de plus en plus rapides, à chaque fois, vous videz le sol des minéraux, pour ne citer que les minéraux, que l'arbre a réussi à capter pendant sa vie. Donc c'est un moyen d'appauvrir les sols. Et finalement, quand on fait des plantations à rotation rapide comme ça, ça devient de l'agriculture. Et ceux qui font ça, ils utilisent des intrants, ils utilisent des pesticides, ils utilisent abondamment du glyphosate, qui est interdit sur la vraie agriculture, mais qui est parfaitement utilisé encore en forêt.
Voilà, je me méfie de cet anthropocentrisme. Mais dans le fond, de quoi s'agit-il? C'est très ambitieux. C'est de retrouver quelle est la véritable place de l'être humain dans la nature. Nous ne sommes pas supérieurs à la nature. Nous y avons notre place. Après tout, nous faisons partie de la faune. Donc on y a notre place, mais on n'y est pas comme des dirigeants et des superviseurs. Non, il va falloir retrouver notre véritable place dans la nature. Bon, je crois que je vais arrêter parce que j'espère qu'il va y avoir des questions. Merci beaucoup, Francis. Avant que je passe le micro dans la salle, est-ce que tu peux nous donner quelques précisions sur l'association Francis Allais pour la forêt primaire qui a été créée il y a un petit peu plus d'1 an maintenant? Où elle en est? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle fonctionne, le nombre d'adhérents, ce genre de choses. Et si tu peux aussi, sans dévoiler des choses qui ne doivent pas être dévoilées, où en sont les réflexions, les négociations, peut-être faut-il dire, sur le choix de l'emplacement de cette future forêt primaire? Tu as raison, je ne suis pas seul là-dedans. On a créé une association pour la forêt primaire en Europe de l'Ouest. Manu, s'il te plaît, est-ce que tu sais si le manifeste est là? Est-ce que le petit bouquin, le manifeste pour la forêt primaire en Europe de l'Ouest? Il n'est pas dans cette salle, sauf si, voilà, quelqu'un l'a ici, voilà, Vincent, si tu peux le montrer. Voilà. Mais il est disponible dans l'exposition Celle qui se tient sur l'esplanade. Qu'il me soit permis de sauter sur l'occasion pour parler de la célèbre exposition Forest Art Project, qui constitue une partie de l'expo Sèvres là-bas sur l'esplanade, où vous avez de magnifiques œuvres d'art en défense de la forêt, et le petit manifeste écrit par Francis Allais qui s'intitule « Pour une forêt primaire en Europe de l'Ouest ». Vous trouvez ce petit bouquin en vente sur l'esplanade au pavillon Forest Art Project. Alors dans ce bouquin, on trouverait notamment le site de l'association qui a été créée pour soutenir ce projet. Et un de mes étonnements, moi, c'est de voir quel enthousiasme ça soulève dans le public français. Je me suis dit, voilà, on va leur parler d'un type de forêt qu'ils ne connaissent pas, forcément, puisqu'il n'y en a plus. À moins d'être allé en Pologne, mais enfin, c'est pas si commode. On parle d'une végétation qu'on ne connaît pas, et si je rajoute après qu'il va falloir plusieurs siècles, je m'attendais à ce qu'on me dise, écoute, va te faire... Eh ben non, ça soulève beaucoup d'enthousiasme. Et donc vous trouveriez là-dedans le site. Le site, il est très facile à trouver sur Internet. Hein. Vous tapez Forêt primaire Francis Allais, et vous allez tout de suite tomber sur le site Internet qui présente l'association en question. Voilà. Avec, je crois, quelque chose de l'ordre de 3000 adhérents actuellement, c'est ça? On a dépassé un peu les 3000, je crois. Mais c'est très étonnant. Voilà. Si jamais vous voulez nous aider, la meilleure chose à faire, c'est d'adhérer. Parce que, en face, il y a un moment où il va falloir attaquer les pouvoirs politiques. On a commencé, prudemment. Mais si vous avez 30 adhérents, ça ne marchera pas. Si vous en avez 3000, ça va être un peu léger. Si vous en avez 30 000, eh bien, ils sont obligés de dire oui. Donc voilà, le meilleur service que vous pourriez rendre à ce projet-là, c'est d'adhérer. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce que fait cette association, sur les discussions, les négociations en cours, les partenaires qu'elle a peut-être contactés déjà, etc. Il y a des quantités de corps de métier, hein. Il n'y a pas tellement de botanistes ni de zoologistes, c'est pas le problème. Ce qu'il y a surtout, c'est des géographes et des juristes. Parce qu'un juriste, il va se retrouver devant un problème totalement original, un problème qui court sur plusieurs siècles, ils n'ont pas l'habitude de ça. Donc ils discutent beaucoup de cette juridiction qui va pouvoir encadrer un projet comme celui-là. Je pense qu'on va y arriver parce que ça intéresse beaucoup de monde. Voilà. Je pense d'ailleurs que le Covid a joué en notre faveur, parce qu'il y a un moment où on avait plus de futur. Et bien ça, c'est un projet qui mise sur le futur. Voilà. Tu as parlé tout à l'heure des Vosges du Nord. Oui. Alors,
Que se passe-t-il dans les Vosges du Nord et pourquoi les Vosges du Nord et pourquoi ailleurs? Qu'en est-il de la décision de la localisation de ce futur projet? Il faut d'abord trouver les 70 000 hectares sans qu'il y ait d'habitants là-dedans. On n'a pas envie d'expulser qui que ce soit. Il faut que ça soit une forêt aussi vieille que possible parce que ça gagne du temps. Il faut qu'il y ait le maximum de faune parce que ça gagne du temps. Il faut aussi que ça soit à basse altitude parce que ce qui nous manque en Europe, c'est des forêts primaires de plaine. C'était le grand mérite de la forêt polonaise, c'est que c'était au niveau de la mer, en tout cas totalement plat. C'est ça qu'on essaye de reconstituer. Alors les Vosges, je suis allé une fois déjà, j'ai trouvé ça très joli parce que je ne connaissais pas. Je crains que ça ne soit un peu haut, un peu trop en altitude. La prochaine fois, on va aller en Belgique, entre les Ardennes belges et les Ardennes françaises. Je crois que l'altitude est un peu plus calme. Et, enfin bon, et les collègues belges, ils me disent que c'est là que ça doit se faire. Bon, tout ça pour dire que la localisation n'est pas encore décidée. Non, pas décidée. Et qu'il ne faut donc pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est important que la négociation soit ouverte par rapport à cette localisation, mais ça va sans doute encore prendre quelques temps. J'aurais voulu que ça soit cette année, 2021. Je crois qu'on ne va pas y arriver, ça sera en 2022. Et à ce moment-là, commenceront les discussions politiques. Elles ont déjà commencé avec l'Europe. La Commission européenne est tout à fait en notre faveur. Le gouvernement français, il attend de voir. Il va s'y rallier si ça marche. Donc le fait que la Commission européenne soit en faveur, bien sûr, est très important. Et dans la localisation, n'oubliez pas qu'il faut aussi que ce soit un projet transfrontalier. Oui, hein. oui. Donc à cheval sur la France et un de nos voisins. Voilà. On a un collègue allemand qui nous a dit « Mais vous n'êtes pas assez ambitieux, il faudrait que ça aille depuis les Ardennes belges jusqu'à la Suisse. » Alors c'est des massifs forestiers qui ne se touchent pas forcément, on avait l'affaire, on va faire des corridors écologiques. Alors ça pourrait partir des Ardennes, le nord du Luxembourg qui est très forestier, les Vosges, le massif du Rizou en Suisse. Alors ça ferait ça c'est gigantesque. Et dans les Pyrénées, il n'y a rien? Mais si, il y a la forêt de la Massane. Magnifique forêt de la Massane, simplement, et qui se prolonge du côté espagnol. Hein. Mais seulement, on craint trop les feux. C'est que maintenant, on est devant des feux qui ne sont plus les feux dont nous avions l'habitude. C'est des méga-feux, et on ne sait pas les éteindre. C'est des feux qui volent et qui retombent 10 km plus loin. Et quand il y a eu ça en Australie il y a 2 ans, et ben les pauvres Australiens, ils étaient obligés de se tasser sur les plages de leur pays en attendant que tout ait brûlé. Les méga-feux, c'est terrifiant. Il y a un super bouquin sur ce problème-là, écrit par Madame Zas, qui est enseignante à Toulouse. C'est très important de comprendre qu'on a franchi une frontière en matière de feux de forêt. C'est assez inquiétant. Allez, la parole est à la salle. Qui veut poser une première question? Je crois que j'ai vu une main levée. Par là, oui, là, ici devant et puis là-bas. Bonjour. Je voulais revenir sur la forêt polonaise. Vous en parlez vraiment au passé. Donc, est-ce qu'il n'y a plus aucun espoir pour elle? Est-ce qu'il n'avait pas été envisagé à un moment donné justement de faire ce projet en Pologne pour repartir sur la forêt polonaise? Et j'ai une autre question qui est plus, on va dire, philosophique. On n'a pas vraiment l'impression que l'être humain soit fait ou prêt à penser sur plusieurs centaines d'années. Donc, le projet est intéressant pour ça. Le fait de préserver un territoire, ça doit vouloir dire aussi que il y a des gouvernements en place, une forme d'autorité qui fait respecter ça. Sur un problème très simple comme celui des chasseurs, par exemple, est-ce que vous avez une idée déjà, ou est-ce que vous verrez quand vous aurez le terrain? Voilà, donc 2 questions. D'abord, la forêt biéloviégein. L'Europe a beaucoup protesté. Elle n'arrête pas de protester contre les comportements du gouvernement polonais actuel, mais ils n'écoutent pas. Ils sont sur le point de quitter l'Europe, en fait, d'être expulsés de l'Europe, parce qu'ils ne fonctionnent plus du tout. C'est d'autant plus regrettable que l'Europe les a beaucoup aidés. Moi, j'ai vu la Pologne, ils ont tiré un parti énorme du fait d'être européens. Mais maintenant, ça va, ils n'écoutent plus. Donc,
Non, il n'a jamais été question que cette forêt soit en Pologne. Ce qu'il faudrait, c'est la conserver. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Concernant l'autre question. Les chasseurs. Ah, les chasseurs, oui. Ben oui, je m'attends à ce qu'ils ne soient pas contents du tout qu'on les empêche de chasser sur quelques dizaines de milliers d'hectares, mais on est prêt à discuter. Voilà. On ne va pas du tout imposer. Supposez qu'on tombe sur une région où les chasseurs soient majoritaires et qu'ils nous disent non, ben, nous on ne veut pas de votre projet, on ira ailleurs. Il faut qu'il y ait une adhésion de la population locale. Comme il y en a une d'ailleurs en Pologne, les gens de Białowieża, ils sont très fiers d'avoir la forêt primaire d'Europe. Voilà, ce qu'il faudrait, c'est que ça devienne un peu comme ça. Les chasseurs, c'est un problème, je suis d'accord. Mais je vais leur dire que, à terme, ça va être une source de gibier. Dans 700 ans. Ouais, mais ils vont me dire s'il faut attendre 300 ans. Une question au centre, là, monsieur. Vous semblez défendre une idée qui est assez extrême sur le fait qu'en fait, pour avoir une forêt primaire, et avoir une forêt riche, il faut vraiment ne plus du tout intervenir dans cette forêt. Or, on sait qu'une gestion raisonnée dans une forêt, on peut y augmenter la biodiversité qui sera présente. Donc, dans ce cas-là, justement, pourquoi... Excusez-moi, mais c'est pas vrai. Ça a été démontré par des études scientifiques. Non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que c'est des éditions scientifiques qui sont pilotées par la filière bois. Voilà. Voilà pourquoi. Ce sera vérifié. Non, je suis désolé. L'exploitation n'a jamais augmenté la biodiversité. Elle la diminue, bien sûr. Sans forcément que ce soit une exploitation, juste que ce soit une gestion où on crée de l'hétérogénéité dans la forêt. On sait que en créant cette hétérogénéité-là, ça permettait justement de favoriser des biodiversités plus importantes. Là, vous avez raison. Oui, oui, il faut créer de l'hétérogénéité. Et vous savez, la meilleure manière, c'est d'avoir des grands animaux. Le bison d'Europe, par exemple, on voit comment il fonctionne en Pologne. Il crée des clairières, parce qu'ils aiment bien manger sous la forêt dans la journée, mais ils aiment bien dormir dans une clairière pendant la nuit. Et donc, ils créent des clairières. Alors ça, c'est vrai que ça augmente la biodiversité. Ouais. Et c'est un processus naturel auquel j'adhère complètement. Mais dans l'éventualité où justement là, en attendant qu'on ait justement le retour de grands mammifères et de grands prédateurs, ça pourrait être une solution envisageable temporairement. Ça pourrait, pardon? Ça pourrait être envisageable temporairement, le temps que justement on ait un retour des grands mammifères. Ah non, mais attendez, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Les grands mammifères, oui. Ils ne vont pas venir par leurs propres moyens, ça c'est clair. Vous voyez pas les bisons d'Europe suivre les autoroutes vers les Vosges. Mais par contre, on a la chance d'avoir des élevages de bisons dans le Massif central. Il y en a plusieurs, et donc le jour où on aura besoin de bisons d'Europe, eh bien, c'est facile de se les procurer. D'ailleurs, ceux qui sont à Białowieża en Pologne, ils viennent aussi d'élevage, parce que l'animal avait totalement disparu. Ah oui. C'est ok, monsieur, on va faire passer le micro si vous voulez bien. Devant, là. Bonjour, déjà beaucoup d'émotions parce qu'il y a 25 ans, j'étais sur les bancs de la fac, vous étiez en bas et voilà, vous m'avez envoyé pendant une demi-heure, 25 ans en arrière, c'est génial. Vous évoquez le fait que l'homme ne devra pas intervenir, que la forêt devra évoluer seule, les animaux devraient évoluer seuls. Pour autant, on est dans une période où le changement climatique est quand même lié à l'activité humaine. Comment vous évaluez l'impact de ce changement climatique avec tout ce qui peut se passer à l'échelle mondiale sur ces 70 000 hectares qui représentent, vous l'avez dit, une toute petite pastille? Et avant que vous répondiez, juste vous dire, je travaille dans l'environnement aujourd'hui, on va dire grâce à vous. Autour du Pic Saint-Loup, je peux vous garantir que tous les jours, j'ai conscience de la beauté de ce qui se passe autour de moi. Le changement climatique, attendez, je ferai une réflexion sur ce problème-là. D'abord, il est évident, il nous arrive dessus, il est déjà perceptible. Remarquez qu'il n'est pas perceptible de la même façon sur toute la surface du globe,
il est perceptible si vous êtes très près des pôles ou en haute montagne, parce que les glaciers disparaissent. Ici, c'est perceptible, mais enfin, il faut faire attention. Et les climato-sceptiques, ils trouvent facilement à dire non. Mais si vous êtes sous l'équateur, ce qui m'arrive très souvent, je ne vois pas de changement climatique. Personne n'est au courant, les gens n'en parlent pas, les journaux n'en disent pas un mot, parce que c'est beaucoup plus tamponné dans ces grandes forêts que ça ne l'est ici. Alors, effectivement, ce projet qui court sur plusieurs siècles, il est à la merci d'un changement climatique. Là, j'ai deux réponses. Il y a une donnée scientifique qui n'a pas suffisamment pénétré dans la tête des forestiers, malgré tous mes efforts, c'est que dans un grand arbre, il y a des génomes multiples, des centaines, voire des milliers de génomes. Ça veut dire que l'arbre, il a en lui-même sa propre variabilité. Ça aurait enchanté Darwin, mais il ne le savait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le climat change. Donc le génome qui est en cours, en activité, il est plus adapté. Et ça tombe très bien, l'arbre, il a déjà en lui-même une source de variabilité. Donc un autre génome va être mis en avant, mieux adapté au nouveau climat. Voilà, c'est l'espoir, et c'est comme ça qu'on va voir si ça fonctionne. Ça me paraît plus raisonnable que d'aller planter des petits arbres du Midi autour de Verdun, les pauvres, je les plains. Et alors, il y a une autre raison, c'est que les arbres, ça vit très longtemps. Nous, on est un peu fixé sur notre durée de vie en tant qu'être humain. 100 ans, c'est déjà beaucoup, beaucoup. Mais pour un arbre, c'est rien du tout. Le Midi Libre, ils me font marrer quand ils disent « un olivier de 100 ans, mon Dieu ». Et c'est un gamin en culotte courte, ça. Non, un olivier, ça devient intéressant au-delà de 2000 ans. Alors, les arbres ont une durée de vie telle que, pour beaucoup d'entre eux, le changement climatique, c'est de la routine. Ils en ont déjà vécu beaucoup. Pour nous, c'est terrifiant parce que c'est un phénomène unique dans une vie humaine. Mais pas du tout pour les arbres. Je ne sais pas si c'est des très bonnes réponses, mais c'est ce que je me sens pour l'instant. Et puis, nous verrons bien. C'est pas parce qu'il y a un danger climatique qu'il faut renoncer à faire cette expérience. Ça ne manquera pas d'intérêt de voir ce qui va se passer. Oui, bonsoir. Vous nous faites complètement rêver avec ce projet merveilleux, et je crois que, notamment parce qu'il nous dépasse complètement dans ce qu'est l'espace-temps, et que c'est ça qui est assez extraordinaire. Et alors, une fois que vous aurez trouvé l'endroit pour réussir à sacraliser ces 70 000 hectares de cette première forêt pionnière, moi, il me semble que l'enjeu le plus important, c'est la transmission d'une génération à l'autre d'hommes pendant des centaines de générations. Non, pas des centaines. Pour qu'ils préservent, ou des milliers de générations, non. pour que... Donc, je finis, mais pour qu'ils préservent ce trésor. C'est-à-dire, si ce trésor va se construire au fil de siècles, il faut que les hommes qui sont autour de cette forêt préservent cette forêt et qu'ils arrivent à se transmettre ce trésor et cette attention à préserver cette forêt. Je comprends. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez pensé à quelle organisation humaine pour réussir à faire que ce projet puisse perdurer tout au fil du temps pendant des siècles? Parce que finalement, ça va être ça l'enjeu. C'est faire en sorte que les hommes ne l'arrêtent pas, ce projet. Eh bien, pour l'instant, on a cette association dont on a parlé, et pour moi, je ne vais pas les embêter très longtemps, hein, et il va falloir qu'ils trouvent... Mais il y a déjà de la relève, il y a une douzaine de personnes, des jeunes gens, qui travaillent là-dedans bénévolement, et je crois que c'est comme ça que ça va se prolonger dans le futur. Attendez, mais en Europe, ça ne vous faisait pas peur dans le temps, des choses qui duraient des siècles? Celui qui mettait la première pierre d'une cathédrale, il était sûr de ne pas l'avoir fini. Le Duomo de Milan, on m'a dit qu'il fallait il a fallu 5 générations. Bon, c'est un édifice d'une homogénéité parfaite. Et voilà, il faut simplement avoir de la suite dans les idées. Et puis, ça va devenir de plus en plus intéressant.
au départ, vous comprenez que c'est une forêt secondaire. Mais les changements vont être assez rapides. Ça ne vous aura peut-être pas échappé que pendant le confinement, on a vu des quantités d'animaux revenir, et même revenir dans les rues de la ville. Non, ça va aller assez vite tout ça. Et à mesure que le temps passe, comme ça devient de plus en plus intéressant, je pense que les gens qui habitent là, eh bien, ils vont adhérer. C'est ce que je vois en Pologne, autour du village de Białowieża. C'est chouette d'avoir à côté de soi une forêt primaire en train de se refaire. Vous savez que c'est une expérience unique au monde. Et à ma connaissance, on n'a jamais essayé de recréer une forêt primaire. Donc ça devrait intéresser les gens qui habitent là. Voilà. C'est pas une garantie, hein. J'espère que ça va marcher. Allez, on continue à faire tourner le micro. Je crois qu'il y a des mains levées là-bas. Allez-y, monsieur, allez-y. Bonsoir. Et rendez le micro, s'il vous plaît, après, pour qu'on le fasse passer à quelqu'un d'autre. Merci. Je me demandais si vous aviez l'intention d'implanter cette réserve sur des terrains publics ou des terrains privés, notamment par rapport... Public. Il n'est pas question d'acheter quoi que ce soit. D'accord. Il n'est pas question de déposséder qui que ce soit. Mais en Europe de l'Ouest, on a suffisamment de forêts domaniales qui sont déjà d'ailleurs en protection dans des parcs nationaux ou des réserves biologiques. Non, c'est là-dedans qu'on va se mettre. Oui. Pas question d'acheter ou de déposséder. Ok, merci. J'avais juste une deuxième question, c'était quand on voit les difficultés de l'ASPAS, il y a les oppositions que subissent les gens de l'ASPAS sur des réserves de 500 hectares. Comment vous envisagez de différencier votre approche par rapport à la leur pour ne pas vous heurter à ces mêmes oppositions? Ben écoutez, d'abord, c'est d'excellents amis, hein, les gens de l'ASPAS. Mais je vois bien que ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir acheté le terrain. C'est ça qu'on leur reproche. Et si les gens ne sont pas contents, c'est parce qu'ils disent on est dépossédé au profit de gens qui ne sont pas de la région. C'est aussi parce que le pastoralisme est plus possible dans les terres. Oui, mais il y a cette question. Si j'ai discuté avec les responsables de l'ASPAS, cette question de la propriété du terrain, ça touche de près les gens. Ils se sont mis sur des terrains privés et ils les ont achetés. Moi, j'ai pas du tout envie qu'on fasse ça. Maintenant, je ne garantis pas, hein, on va essayer, on va bien voir. Bonsoir, Francis Allais. J'ai grandi avec l'éloge de la plante, et aujourd'hui, je m'en excuse, mais je vais vous chatouiller un petit peu. Je me demandais pourquoi vous avez choisi le terme de forêt primaire dans un projet de recréation, sachant qu'on aurait pu l'appeler forêt mature, climatique, naturelle, en libre évolution. Donc voilà, je me pose vraiment cette question-là de pourquoi recréer une forêt primaire qui a une définition quand même, je pense, assez claire en écologie. Donc, voilà. Non, elle est très claire en écologie. On a des forêts primaires qui, dans le temps, ont été habitées. Vous faites, en forêt amazonienne, on fait des carottages, et à une certaine profondeur, on trouve des charbons de bois, des tessons de poterie, etc. Donc, cette forêt, elle a été habitée et elle a été défrichée. Enfin, les gens n'habitent pas sous la forêt. Mais peu importe, le nombre de siècles a été suffisant et la forêt primaire, elle est revenue. Alors pourquoi ce terme plutôt qu'un autre? C'est une querelle de termes. Mais je constate qu'au niveau international, forêt primaire, ça passe partout. Pourquoi pas? Moi, Juste une toute petite précision, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir travailler en Guyane, justement, sur ce qu'on considérait comme une forêt primaire. Les dernières publications, depuis 15-20 ans, ont tendance à abandonner le terme forêt primaire. je ne vous entends pas, vous pourriez prendre un métro. Mais c'est très intéressant ce point-là. Non, je disais tout simplement que j'ai eu la chance de travailler en Guyane dans les 10 dernières années, justement sur ces thématiques de forêt primaire, où on a justement, comme vous le dites, carotté les sols pour découvrir des charbons, des tessons de poterie, etc. Donc on a comparé des sites amérindiens précolombiens avec des sites témoins. On observe donc des différences
de composition floristique entre ces sites-là et la forêt qui serait plus immaculée, d'une certaine manière, même si on n'y croit plus beaucoup, hein, c'est une forêt vierge, vous l'avez bien dit. Et voilà, c'était simplement pour savoir votre point de vue par rapport à la notion de forêt primaire. Je comprends. Et ce que j'observe, moi, dans mes recherches, c'est-à-dire un abandon dans la dernière décennie de ce terme de plus en plus. Tout dépend, c'est un problème très intéressant et j'y suis affronté très souvent. Tout dépend si vous venez des sciences humaines ou des sciences biologiques. Je ne sais pas quel est votre cas, mais je constate que ceux qui viennent des sciences humaines, pour eux, l'être humain, c'est le top, quoi. Il suffit qu'un être humain ait vécu là, et ça n'est plus une forêt primaire. Mais moi, je constate que les ethnies forestières que je connais, que je fréquente assidûment, ils se considèrent eux-mêmes comme faisant partie de la faune. Donc je ne vois pas pourquoi on leur donnerait un statut particulier. En tant que biologiste, l'être humain, il a sa place, mais pas plus que ça. Enfin, et donc s'il a disparu et que la forêt est revenue, je ne vois pas ce qui empêcherait de la qualifier de primaire. Que ça soit un être humain ou une troupe de bisons, c'est un peu pareil. Hein. Enfin, je vous donne mon point de vue. Ceux qui sont biologistes n'hésitent pas à penser que la forêt primaire peut revenir. Étant biologiste, je partage ce point de vue. L'homme est un animal comme les autres, mais qui doit mesurer ses impacts. Ok, d'accord. Il y a moyen de s'entendre. Allez, on peut passer le micro là-bas. Bonsoir. Je me posais une question par rapport... je suis ici. Par rapport justement à cette forêt potentiellement primaire de 70 000 hectares sur cette parcelle. Est-ce que vous avez établi une feuille de route sur, on va dire, l'étude phénologique un petit peu de cette parcelle? Est-ce que vous êtes déjà projeté par rapport à ça? Oui, oui, tout à fait. Ok, d'accord. Tout à fait, oui. Okay. Attendez, je voudrais dire que la recherche scientifique aura un rôle important dans ce projet. À Bielowieża, je reviens toujours à cette forêt polonaise qui nous sert un peu de modèle. Il y a un très gros laboratoire avec des chercheurs du monde entier. Simplement, à Bielowieża, ils ne peuvent pas étudier le retour de la forêt primaire, puisque elle est là, elle est sous leurs yeux. Dans notre projet, nous, on va pouvoir étudier les 3 vagues floristiques dont j'ai parlé, et on va voir se reformer la forêt primaire, ce qui est une chose dont personne n'a la moindre habitude aux latitudes tempérées. Aux latitudes tropicales, oui, mais pas ici. Donc la recherche aura une place très, très importante. Et donc, est-ce que ce sera en lien avec cette Université européenne de la forêt que vous parliez tout à l'heure, ou du coup il y aura... Non, il y aura un laboratoire. Si vous avez la possibilité d'aller voir Bielowieża en Pologne, vous allez voir le labo, il est plein de monde. Ça intéresse beaucoup, beaucoup de gens. Dans l'université, c'est une vue de l'esprit pour l'instant. Je constate que, attendez, ça me choque parce que dans les programmes du secondaire, ici en France, je crois qu'il n'y a pas un mot sur les arbres et les forêts. Alors, il y a quelques enseignants très motivés qui parlent de ça, mais c'est un peu leur libre choix. C'est pas dans le programme, vous voyez. Moi, je trouve que ça mérite beaucoup mieux que ça. On devrait enseigner les arbres aux tout petits, dès les toutes premières années. En Grande-Bretagne, je ne prends pas la Grande-Bretagne comme un exemple dans le domaine écologique, mais en Grande-Bretagne, les tout petits, on leur apprend à reconnaître les 10 essences principales qu'ils ont autour d'eux. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça ici? Moi, j'aimerais bien. Parce que si on acquiert ces connaissances-là quand on est tout petit, on les garde toute sa vie. Et d'ailleurs, je constate que, je parle très souvent aux petits, moi, ça m'intéresse beaucoup. Ils ont une propension à l'enthousiasme qui est extraordinaire. Ça les passionne très très vite, mais ils ont besoin d'un passeur, quelques mots pour leur dire ce qu'il faut regarder. On a une main levée ici devant, là. Au sujet des incendies, j'ai entendu parler d'une théorie qui voudrait dire que les méga-incendies dont vous parliez tout à l'heure seraient liés au fait qu'on se soit trop protégé des incendies
et qui devait, entre guillemets, d'une certaine manière, réguler la forêt par des petits incendies de moindres conséquences. C'était le cas d'Australie. Et de s'en être protégé, on a aujourd'hui des méga incendies. Donc si vous voulez protéger votre forêt des incendies, est-ce que vous arriverez justement à éviter des méga incendies? Et le cas contraire, est-ce que 25 par 25, c'est suffisant pour la laisser se réguler avec des petits incendies? Mais je ne pense pas qu'on va pratiquer les petits incendies. Hein. Même ce qui se passe dans la région ici, les propriétaires forestiers, ils ont prié de débrousser, de retirer la... Est-ce que c'est une bonne idée? Moi, on me dit que si c'est débroussé, il y a beaucoup plus de gens qui passent. Donc il y a plus de risques d'incendie. Alors, dans notre projet, je ne crois pas du tout qu'on va faire comme les aborigènes australiens. D'abord, on ne sait pas faire ça. Eux, ils savaient le faire. Et c'est vrai que quand on les a empêchés de continuer à faire ça en Australie, c'est l'origine des méga-feux. Mais est-ce qu'on peut élargir cette idée-là à une région comme la nôtre ici, ou comme la France en général? Je ne suis pas certain. C'est un domaine que je ne connais pas. Je sais qu'ils arrivaient à éviter les grands feux, c'est vrai. Bonsoir. Je voulais juste savoir qui finance le projet. Alors, rassurez-vous, j'ai parlé de bénévoles qui travaillent pour nous. On commence à pouvoir en payer un certain nombre. Mais il y a un nombre incroyable de grosses fondations qui veulent nous aider. Au point qu'on est obligé de faire très attention avant d'accepter le fric, de savoir si ce n'est pas des pirates. Eh bien, il y en a qu'on a virés. Voilà, on refuse le fric. C'est pas très commode quand vous cherchez de l'argent, de refuser des grosses sommes qu'on vous offre. Seulement, si vous les acceptez, ça risque de faire complètement tomber le projet. Alors, il y a un autre aspect aussi que je voudrais mettre en valeur, c'est que ne rien faire, ça ne devrait pas être coûteux. Voilà. Bonsoir, j'ai une question sur la tendance du zéro phyto et savoir, parce que aujourd'hui, je pense en 78 ch'touilles surveillées par la Fredon, etc. Comment comptez protéger ce projet des maladies, sachant qu'elles se développent plus rapidement avec le commerce international, etc. Est-ce que c'est un problème que vous avez abordé? Attendez, pour moi, les épidémies comme ça vient sur des peuplements monospécifiques. Ça n'en sera pas un puisque c'est une forêt naturelle. Il y aura beaucoup d'espèces au départ, enfin j'espère qu'il y en aura beaucoup. En tout cas, il y en aura de plus en plus à mesure que le temps passe et à mesure que la diversité biologique augmente, le risque d'épidémie diminue. Je crois que c'est comme ça qu'on va se défendre. Pas question de mettre des pesticides là-dedans. Ça ne serait pas compatible avec le projet lui-même. Bon, on aura peut-être des problèmes, mais je pense qu'il vaut mieux les affronter directement plutôt que de trouver des subterfuges biochimiques. Oui, voilà, je voulais vous demander, s'il s'avérait difficile de réunir ces 70 000 hectares d'un seul tenant, est-ce que vous envisageriez de faire plusieurs morceaux reliés par des corridors, ou est-ce qu'on tenait absolument à ce que ce soit d'un seul tenant? Écoutez, c'est pas choisi, alors ça m'est difficile de vous répondre de façon très concrète. Mon opinion, c'est qu'au départ, il vaudrait mieux que ça soit une vaste parcelle, et en outre, je suis persuadé qu'en Europe, on peut trouver ça, dans des terrains domaniaux. Maintenant, si ça n'est pas possible, pourquoi pas des corridors? Oui, ça existe, ça marche, je ne sais pas. Oui, je pense que ça marche très bien. Je n'ai pas beaucoup d'expérience des corridors, mais je vois bien qu'il en existe et que la faune peut l'utiliser. Donc, pour l'instant, j'aimerais mieux que ça soit un peu oui, d'un seul morceau.
Bonjour. Pourquoi il y a la nécessité que ce projet soit transfrontalier? Parce que ça doit devenir un projet européen. Ça l'est déjà d'une manière. Et l'Europe serait réticente à financer un projet qui serait entièrement dans un pays européen. Donc je trouve ça assez logique comme demande. Et puis ensuite, sur le long terme, je trouve que c'est mieux d'avoir deux pays dans le coup. Parce que s'il y en a un qui perd les pédales, l'autre va lui dire ben, qu'est-ce qui vous arrive là? Qu'est-ce qui peut se passer? Si c'est un événement climatique, bon, on n'y peut rien. Mais si c'est simplement une perte d'enthousiasme et voilà, une rupture dans la volonté, là je crois qu'il vaut mieux que ce soit sur deux pays. Je vois très bien les Belges nous disant « Oh, mais qu'est-ce que vous faites là ?» Donc c'est l'Europe qui demande ça et je trouve ça très bien. Si ça pouvait être sur 3 ou 4 pays, ça serait encore mieux. Francis, je suis là. J'ai été un peu choqué par la comparaison entre le Grand Canyon et les égouts. Pour te dire, je travaille dans les égouts et je trouve que les égouts ont une certaine beauté. Et voilà. Alors ça, c'était juste une boutade. Mais est-ce que finalement, avec tous les risques qu'encourra ce projet au fur et à mesure des siècles, est-ce que du coup, il ne va pas falloir établir un espèce de plan de gestion de ce projet, comme on fait pour n'importe quel espace naturel protégé? Si, tu as raison. Et est-ce que du coup, ça ne nous replace pas, nous, hommes au sens large, hommes et femmes, comme un peu des démiurges sur un projet où, de toute façon, on essaiera que les choses ne nous échappent pas? Les incendies, les grands incendies, dans 400 ans avec le changement climatique, les grands incendies qu'on a dans le sud de la France, on les aura peut-être en Belgique et plus au nord. On les a déjà. Et on les a déjà. Ouais. Donc, est-ce que si on était complètement modeste sur ce projet, est-ce que finalement, si tout crame, est-ce que, après tout, notre projet n'est peut-être pas ruiné si tout crame? C'est-à-dire si on se donne une échelle de temps qui nous dépasse de toute façon et qui ne sera peut-être pas 400 ans, mais à ce moment-là peut-être 1000 ans, j'en sais rien, il faudra accepter que l'ardoise redevienne blanche ou noire. J'ai déjà réfléchi à ces problèmes-là, en effet. Et je suppose qu'il y a un feu énorme qui rase tout, on revient au point de départ. Mais à partir d'un terrain nu, c'est 1000 ans. C'est 1000 ans, ici, à nos latitudes de 45. 43, 45. Bon, mais c'est la nature qui se gère elle-même. C'est ça l'expérience, c'est de laisser la nature travailler pour elle-même. Et je crois qu'un petit exemple d'un endroit où l'être humain se ferait extrêmement discret au point de ne plus agir serait une valeur considérable. Un exemple politique. Ça m'arrive souvent de parler à des chefs de... Enfin, ça m'est arrivé souvent dans les années dernières de parler à des chefs de région en Indonésie, par exemple, à Sumatra. Chef, vous avez une magnifique forêt primaire derrière chez vous. Gardez-la, c'est un trésor de niveau mondial. Et le gars qui est très malin et qui connaît très bien, il me dit, mais toi, tu es européen. Qu'est-ce que vous avez fait, vous les Européens, avec vos forêts primaires? Je suis obligé de lui dire qu'on a tout coupé. Alors il me dit, ben, laissez-nous faire chez nous ce que vous avez fait chez vous. D'autant plus que dans les élites politiques de ces pays-là, la forêt, elle est considérée un peu comme la cause même du sous-développement, de l'arriération. Alors si je pouvais dire à un personnage comme ça, ok, l'Europe a détruit ses forêts primaires, on a compris que c'était une erreur, mais en ce moment, on travaille à en refaire une. Là, je crois que le langage de protection de la forêt, il gagnerait en véracité. Alors, le plan de gestion, on y travaille. Seulement, il y a énormément de facteurs aléatoires qu'on ne contrôle pas. Donc, il va falloir que ce plan il soit perpétuellement en cours de révision. Mais avoir un plan, c'est bien. Ouais.
Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans les eaux? Rebonsoir. Donc après vous avoir un peu chatouillé, je peux peut-être essayer de vous aider. Je me dévoile, hein, je suis originaire des Vosges du Nord. Des Vosges du Nord. Exactement. Et donc il faut savoir que les Vosges du Nord sont déjà une réserve de biosphère classée UNESCO transfrontalière, gérée par le parc naturel régional des Vosges du Nord. Et donc j'avais une petite question par rapport à ce que vous avez signalé tout à l'heure. Vous disiez que les Vosges du Nord sont peut-être trop en altitude. Alors je me demandais quelles étaient les altitudes visées. Parce que l'altitude des Vosges du Nord est en moyenne de 300 à 400 mètres d'altitude. Non, attendez, oui, il y a l'altitude, mais il y a surtout les pentes. Ça m'a semblé être un terrain très chahuté. Et pour avoir des grands et beaux arbres, c'est pas l'idéal. Moi, j'aimerais mieux, comme à Biélowieża, un sol plat. Bon, je ne me fais pas d'illusions. En Europe, nous n'avons pas de frontières en plaine. Les frontières en Europe, ça a toujours été des chaînes de montagnes ou des grands fleuves ou des choses comme ça. Bon, ce qu'on voudrait, c'est être sûr de s'installer au niveau le moins chahuté et le plus bas. Voilà, c'est ça qu'on cherche en fait. Voilà. Je ne veux pas dire du mal des Vosges. Hein. Bonsoir. Je trouve ce projet extrêmement réjouissant et je vous remercie pour cette explication. Il me semblait avoir entendu il y a quelque temps des rapports qui disaient que l'état des forêts françaises était très mauvais, qu'elles étaient malades, bon c'est des termes de néophytes, mais qu'elles n'allaient pas bien, et je voulais avoir votre avis là-dessus. Oui, je sais bien pourquoi ils disent ça. Je crois qu'ils n'ont jamais regardé de près les forêts. Il y a toujours des arbres morts, il y a des arbres dont le sommet est desséché. Mais alors, il y a un intérêt pour les forêts qui se développe considérablement dans notre pays depuis une dizaine d'années. Je crois qu'on regarde beaucoup plus les forêts qu'on ne le faisait avant. Et on s'aperçoit que tout n'est pas très facile dans les forêts. Mais ça ne les empêche pas de vivre. Hein. Je ne suis pas du tout inquiet pour les forêts d'Europe. Je suis inquiet. Et un vrai sujet d'inquiétude, c'est l'industrialisation des forêts. Voilà. Parce que quand on les coupe pour les remplacer par des plantations monospécifiques de sapins de Douglas, eh ben, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des drames, notamment dans le domaine de la biodiversité. Je ne crois pas que nos forêts soient véritablement en danger, je ne crois pas. Bonsoir, moi j'aimerais revenir sur le plan de gestion de la forêt, parce que je ne comprends pas à quoi consisterait le plan de gestion sur une forêt dans laquelle on laisse faire la nature en fait. Oui, tout de même c'est bien d'avoir un plan de gestion, mais ce n'est pas de la gestion, il n'y a pas de gestion. Il y a un plan de ce qui va se produire. Ben, j'ai parlé de ces 3 vagues forestières successives. On peut dès le départ estimer à quel point on en est dans cette triple vague. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir prévoir ce qui va se passer dans les un siècle ou deux qui vont suivre. C'est ça, moi, que je vois comme plan. Le terme de plan de gestion n'est pas bon puisqu'il n'y a pas de gestion. J'en profite pour vous signaler un livre qui m'a passionné, de Jean-Claude Génaud, qui était, vous voyez qui c'est, forestier dans les Vosges. Qui a travaillé longtemps au Parc national des Vosges du Nord. Voilà, c'est ça. C'est un type que j'admire beaucoup. Il a fait un bouquin qui s'appelle « La nature malade de la gestion ». Ça vaut vraiment le coup de lire ça. Donc nous, on ne va pas gérer. Bonsoir. Je voudrais revenir sur les forêts, enfin, le fait que vous mettez le sud de côté pour des raisons de risque incendie. Est-ce que le risque incendie est important? Enfin, est-ce que les forêts du sud sont fragiles du fait du risque incendie? Ou est-ce que le risque de feu est très important du fait de la façon de gérer les forêts? Est-ce que si on faisait une forêt primaire diverse et tout, on diminuerait pas fortement le risque d'incendie?
Ah si, auquel cas le faire dans le sud, par ici, ça aurait un double bénéfice. Ne brûlent pas, hein, ça on le sait. Et du coup, ça aurait peut-être un double bénéfice de le faire par ici, justement. Oui, c'est un très grand risque au début. Mais c'est intéressant de prendre le recul, parce que les forêts primaires qu'on voit de ci, de là sur le globe terrestre, c'est extrêmement humide. Les grands arbres attirent la pluie. Et donc ça ne brûle pas. On n'a pas vu de forêt primaire brûler. Et ce qui a brûlé en Australie, ce qui est en train de brûler en Californie, ce qui brûle en Amazonie brésilienne, ce n'est pas des forêts primaires. Donc, est-ce qu'installer une forêt primaire justement dans la région, ce ne serait pas aussi une réponse aux sécheresses? Pardon, j'ai pas compris. Est-ce que ce ne serait pas aussi une réponse aux sécheresses et au risque de feu d'installer une forêt primaire par ici? Attendez, il y a un point qui n'est pas assez connu du grand public. Quand l'être humain s'est installé sur le continent européen, il y avait de la forêt primaire partout, depuis la Bretagne jusqu'à la Russie. Eh bien, c'était extrêmement humide. Et une des raisons de défrichement, ça c'est l'époque des moines défricheurs au Moyen-Âge, c'était pour assainir le climat, c'est-à-dire diminuer la pluviométrie. C'est pour vous dire que les forêts primaires sont très humides parce que les grands arbres attirent la pluie en permanence. Il pleut tout le temps là-dedans. Oui, il y a effectivement une possibilité. Maintenant, ce n'est pas 70 000 hectares qui va résoudre le problème du changement climatique. C'est juste un exemple. J'ai eu une nouvelle qui m'a fait grand plaisir il n'y a pas longtemps. C'est des amis espagnols qui m'ont dit « Oh, si tu le fais chez toi, nous on le fait chez nous. » J'aurais dit « Allez-y. » Bonsoir. Bonsoir. Je me demandais en fait, étant donné que le projet s'installe sur les terrains publics, pardon, c'est pas. Oui, pardon. Le projet s'installe sur les terrains publics. Est-ce que c'est pas finalement la création d'un nouveau statut de protection? Il y a les parcs nationaux. Si, bien sûr. Et ce qui permettrait finalement derrière que ça soit réplicable aussi, de dire bah c'est pas une réserve biologique intégrale, c'est pas un parc national. Vous avez raison. Les parcs et les réserves biologiques intégrales, ça n'a pas pour finalité de revenir à la forêt primaire. C'est plutôt des choses pour que les gens puissent voir les animaux. Bon, on donne à tout ça une finalité, voilà, qui est temporellement plus importante que ce qu'on avait en tête jusqu'à présent. Bien sûr, si on peut s'installer sur des terrains comme vous dites, on gagne pas mal de temps. Hein. Et puis je vois pas ce que ça... Enfin, la forêt n'en souffrira pas, elle ne peut qu'y gagner. Voilà, il faut que j'arrive à convaincre les... Attendez, j'ai eu une discussion très intéressante avec la direction de l'ONF. Le PDG, il m'a dit, je peux pas vous aider, parce que c'est pas dans la vocation de l'ONF. Mais il m'a dit, si ça marche... L'Office national des forêts, pour ceux qui ne savent pas. Pardon. Ouais. Ben non, il m'a dit, je peux pas vous aider, c'est pas dans nos fonctions. Mais il m'a dit, si ça marche, on aimerait bien être dedans. Texto. Pour revenir aux méga-feux, aux grands feux et aux forêts primaires, est-ce que quand même depuis quelques années, en forêt d'Arctique, enfin en taïga peut-être, est-ce que vous estimez que ce sont des forêts primaires, mais il y a de très grands feux là-bas? Mais oui, je sais, c'est très grands feux. C'est relativement toujours des très grands feux. Plusieurs semaines. Hein, oui. Oui, je sais, mais les Suédois et les Norvégiens sont surpris de voir des feux chez eux. Alors, ce sont des forêts primaires, oui. Simplement, comme vous êtes tout de même pas très loin des pôles, il y a très peu d'espèces. Je connais mieux le Grand Nord canadien et vous avez une ou deux espèces d'arbres à des millions d'exemplaires. Donc la diversité, elle est tout de même assez modeste. Ça n'a rien à voir avec les forêts tropicales humides où je travaille généralement. C'est pas compliqué sur cette planète. Le maximum de diversité, c'est l'équateur. Et que vous vous en écartiez vers le nord ou vers le sud, ça diminue. Et ben oui, que ce soit la Suède ou la Norvège, ils sont pas très loin des pôles. Et ça se voit sur leurs forêts. Mais ce sont des forêts primaires, oui. Eh bien, écoutez, sur ces mots, on va remercier Francis Allais pour cette intéressante soirée.
va souhaiter longue vie, évidemment, à la forêt primaire. C'est le minimum qu'on puisse lui souhaiter, n'est-ce pas? Mais en attendant de voir évoluer la forêt primaire, je voudrais vous parler de demain, tout simplement. Parce que demain, Sèvres continue et l'exposition et les stands sur l'esplanade seront toujours là. Vous pouvez y retourner si vous y êtes déjà allé, y aller si vous n'y êtes pas allé, ou faire venir des gens. Tous ceux qui l'ont visité ont été conquis, n'est-ce pas Stéphane? N'est-ce pas Laurent? On me dit qu'il y a eu 4000 visiteurs aujourd'hui. C'est pas mal, il faudrait que demain il y en ait autant, voire plus.